bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était super. Sinon, moi, ce que je voulais savoir, c'est pour s'informer en fait justement sur ces questions-là. Où est-ce qu'on peut avoir accès en fait à des sources fiables, des résultats vérifiés scientifiquement, et pour avoir, comme vous nous l'avez montré, finalement une réelle perspective sur ce qui est en train de se passer. En ce qui concerne toute la partie climat, l'information primaire se trouve dans les documents qui sont édités par le GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dispose d'un site qui en anglais s'appelle IPCC, International Panel on Climate Change.ch, parce qu'il est hébergé en Suisse. Vous avez, alors d'une manière générale, la question qui est posée est une question essentielle. Est-ce que vous savez dans cet amphi définir la légitimité scientifique de quelqu'un ? Ah, il n'y a même pas une main qui se lève. Si, oui. Alors ça tient effectivement à la publication. En fait, la légitimité scientifique, alors je parle des sciences dures, qui sont l'essentiel de mon propos. La légitimité scientifique ou la légitimité de l'expertise de quelqu'un, elle ne s'acquiert que d'une seule manière, c'est par la publication dans des revues scientifiques et techniques à comité de lecture des propos qui sont ensuite avancés dans une autre enceinte. D'accord ? Donc vous avez une règle de processus absolument essentielle qu'il faut que la personne ait suivie. Toute personne qui vulgarise ne peut s'appuyer que sur ça. Donc une personne qui vulgarise ne peut s'appuyer sur la science, ne peut s'appuyer que ce qui a été fourni dans les revues scientifiques à comité de lecture. Alors il se trouve que le GIEC fait la synthèse de ces publications. Donc c'est là que vous avez l'information primaire. Tout ce qui est dans le journal, c'est de l'information en bout de chaîne. Et vous ne savez pas si le journaliste a bien ou mal travaillé, s'il s'est approvisionné auprès des bons relais, etc. Vous n'avez strictement aucun moyen de le savoir. En ce qui concerne l'énergie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous avez une source statistique qui est assez fiable, qui est éditée par BP, un truc qui s'appelle BP Statistical Review. Vous avez un énorme tableur avec toutes les séries de toutes les consommations, productions dans tous les pays du monde. C'est super bien fait. Vous avez les statistiques de la Banque mondiale qui fonctionnent. Après, pour avoir des analyses sur tout ça, c'est là que ça commence à devenir plus difficile, parce que la littérature sur l'approvisionnement énergétique dans le monde est essentiellement une littérature je ne sais pas comment je dois l'appeler, grise. C'est-à-dire que les informations sur lesquelles vous pouvez vous baser pour faire des analyses sont pour partie des informations détenues par des opérateurs commerciaux qui ne les rendent pas publiques. Et donc là, c'est très compliqué d'avoir un panorama un peu large sans aller à la pêche à droite et à gauche. Mais vous avez quand même quelques sites, donc la Banque mondiale, l'Energy Information Agency aux États-Unis est également une bonne source de statistiques. Et après, vous avez quelques blogs spécialisés de gens qui vous décortiquent ces trucs-là. Toujours une information dont vous avez du mal au moment où vous la lisez à savoir ce qu'elle vaut exactement. Donc vous savez que la personne qui parle connaît à peu près son sujet. Est-ce qu'à un moment, il a volontairement omis un truc, etc. Pas simple. En ce qui concerne le nucléaire, vous avez un site sur la partie dangerosité du nucléaire, qui est un truc dont la presse française ne parle absolument jamais, qui est aussi un site des Nations Unies, qui s'appelle UNSCEAR, UNSCEAR.org. UNSCEAR, ça veut dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. C'est la source de littérature scientifique compilée, notamment sur Tchernobyl, Fukushima, etc. Et c'est le truc que la presse française ne cite jamais. Parce qu'ils préfèrent reprendre des propos sortis d'un chapeau qui circulent ailleurs. En ce qui concerne voilà. Alors une fois que vous aurez commencé à graviter un peu là-dedans, de toute façon. Et alors le dernier truc qu'il faut savoir, parce que je vais pas avoir le temps de vous lister toutes les sources, c'est que quand vous allez à la pêche aux infos, et ça c'est aussi un truc que je vous invite vraiment à garder dans votre cervelle, il y a deux trucs qui sont absolument capitaux. Le premier, c'est que tant que vous n'avez pas une vue cohérente du problème, enfin du sujet que vous avez en face de vous, c'est qu'il vous manque une pièce. Donc tant que vous avez des contradictions entre les sources que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre démarche parce que nécessairement l'un des deux a raison et l'autre a tort. Donc ça veut dire qu'il faut que vous continuiez à investiguer, et l'information primaire, je le redis, elle est auprès des gens qui sont dans le secteur. C'est vrai pour la physique des particules, c'est vrai pour l'analyse isotopique des glaçons, c'est vrai aussi pour les gens qui savent comment fonctionne un puits de pétrole, une centrale nucléaire ou une éolienne. C'est les gens du secteur qui ont la meilleure info.
La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à avoir une vue que vous considérez comme étant correctement documentée sur la question, tout modèle sophistiqué qui ne colle pas avec ce que vous dit une règle de 3 ou un calcul d'ordre de grandeur bien posé signifie que le modèle a tort. Et la seule question est de savoir où. D'accord ? Et des gens qui vous utilisent des modèles sophistiqués pour dire des conneries, dans le domaine économique en particulier, il y en a pléthore. Pléthore. Et alors ça, c'est beaucoup plus long à débusquer. Et je vais vous donner un exemple dans ce domaine-là. Vous savez peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il y a dans ce pays une agence qui s'occupe des économies d'énergie qui s'appelle l'ADEME. Bon, elle est également en charge des énergies renouvelables, ce qui fait qu'elle a envie de dire du mal de tout ce qui n'est pas renouvelable. Et en particulier du nucléaire, puisque en France, c'est surtout de ça dont on s'occupe. Donc ils disent pas beaucoup de mal du pétrole, mais ils disent du mal du nucléaire. Ils ont sorti il y a quelque temps un rapport qui a fait un peu de bruit dans la presse, qui s'appelait 100% renouvelable. Et alors ils ont laissé la presse dire qu'on voyait bien que c'est possible et que ça coûte pas plus cher. Alors en fait, le rapport a été fait avec un modèle qui est tautologique. Vous savez ce que c'est qu'un modèle tautologique ? C'est un modèle dans lequel vous retrouvez en sortie l'hypothèse que vous avez faite en entrée. Bon. Et la façon dont fonctionne ce truc-là, c'est je suppose que les énergies renouvelables coûtent pas cher, que j'ai pas besoin de stocker, que le consommateur va s'adapter sans qu'il ait besoin d'investir et que j'ai pas besoin d'adapter les réseaux. Et en sortie, je vous dis, le système coûte pas cher. Bon, ok. Sauf que la vraie question, elle n'est pas dans est-ce que le modèle est valable, puisqu'effectivement, avec les hypothèses posées, la sortie est valable. La vraie question, c'est est-ce que les hypothèses sont pertinentes. Bon, donc là, vous voyez, débusquer ce genre de truc, c'est beaucoup plus long. Donc ça va vous demander beaucoup plus de temps. Bonjour, merci pour votre travail très intéressant. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la Smart City, puisque je crois savoir que Cédric Villani, qui se présente plus ou moins pour la mairie de Paris, est assez emballé par l'idée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense à peu près savoir votre réponse. Ça doit pas être loin de l'avis de Philippe Biwix, mais... Je n'en pense rien, parce que tant que vous n'avez pas défini ce que c'était qu'une Smart City, je n'en pense rien. Est-ce qu'une Smart City, c'est une city où votre canapé vous papouille les épaules quand vous avez des crampes ? Est-ce que c'est une city dans laquelle les œufs se cuisent tout seuls au supermarché parce que vous avez pensé à des œufs durs ? C'est quoi une Smart City ? Donc voilà. Donc tant qu'on n'a pas défini une Smart City, vous savez, Smart c'est comme vert. C'est un truc qui est baguette magique. Donc tant que vous n'avez pas défini ce que c'était qu'une Smart City, ben je n'en pense rien. Alors, est-ce qu'il serait possible, du coup, d'utiliser des moyens numériques pour optimiser notre utilisation de l'énergie, ou est-ce que les économies qu'on pourrait faire, ou les... Enfin, ça permet d'économiser de l'énergie? Pour le moment, non. Au sens de, pour le moment, le numérique facilite les usages, facilite l'achat des billets d'avion, facilite l'achat des voitures, facilite le fait de vous faire livrer des paires de chaussures que vous allez réexpédier si elles vous plaisent pas, etc. Donc aujourd'hui, le numérique ne facilite pas du tout la sobriété. Le numérique ne facilite la sobriété que s'il a un encadrement réglementaire qui facilite la sobriété. Alors c'est quoi un encadrement réglementaire? C'est d'interdire certains usages. Par exemple, il est interdit de vendre des écrans ultra haute définition parce que ça bouffe trop de débit sur les réseaux. Il faut quand même savoir que 80% du débit sur les réseaux dans le monde, c'est de la vidéo. Hein, et ça se partage en 4 quarts qui sont Netflix et consorts. Donc Netflix a une empreinte carbone qui est pas très loin de celle du premier cimentier mondial. Vous avez ensuite tout YouTube et consorts, donc ce genre de truc. Le troisième truc, c'est le porno. Et le quatrième quart, c'est la vidéo du petit dernier que votre cousine va vous envoyer en vous disant « Regarde comme il est beau ». Voilà, c'est à peu près ça, les 4 quarts des usages de la vidéo. Et ça fait 80% de l'empreinte carbone. Enfin, ça fait 80% de l'usage des réseaux dans le monde. Bon. Tant que vous allez dire, après la 4G, on va faire la 5G, puis la 6G, puis la 7G, puis machin, etc., et puis les gens auront la dent qui pousse du petit dernier en ultra haute définition, eh bien, c'est sûr que vous vous en sortez pas. Donc, il faut prendre le problème à l'envers. Donc, si on veut de la sobriété numérique en France, par exemple, le premier truc à faire, c'est de ne pas déployer la 5G. Ce à quoi je suis favorable, soit dit en passant. Je pense pas que ça changera fondamentalement le bonheur des Français de pas déployer la 5G. Je crois pas. Par contre, je pense que les problèmes que j'ai évoqués, ça va fondamentalement changer le bonheur des Français. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Donc, vous pouvez, en gros, à un moment, il faut s'inviter dans le problème en disant ça et ça et ça, non. Donc, si les gens, là-dedans, il leur reste de l'espace pour faire de l'optimisation des, je sais pas quoi, des pertes alimentaires, très bien. Mais, on n'y arrivera pas
en disant la technique va résoudre d'elle-même le problème si je laisse les gens libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Historiquement, ça s'est toujours passé de la manière inverse. Alors évidemment, la restriction pose un problème. C'est que comme c'est une restriction et que c'est désagréable, en démocratie, ça ne passe que si une fraction significative de la population a compris le problème et accepte la restriction. Sinon, ça passe pas. Bonjour. J'avais une question, c'était par rapport au traitement, notamment politique. Je voulais savoir si vous avez encore l'espoir que le politique puisse être utile pour changer tout ça. Parce que quand on voit un peu le traitement des questions environnementales, on voit que c'est beaucoup souvent l'idéologie, très peu d'effets scientifiques qui sont utilisés, ou alors si c'est contre soi, c'est parce qu'il y a des lobbies. Est-ce que vous pensez que la science peut s'inviter dans le politique? Est-ce que le politique peut être encore utile, ou il faut essayer de s'abstraire du politique pour pouvoir lutter contre le changement? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que la science est encore utile? Oui. Alors, il faut faire attention là aussi à ce qu'on appelle la science. J'avais écrit il y a quelques années un petit papier dans les Échos qui s'appelait « Les deux sciences et le politique ». Et alors, en fait, il y a une science que le politique adore, c'est celle qui est préfiguratrice des technologies. Donc, la science qu'on fait sur le traitement du signal, je peux vous assurer que le politique adore ça. D'accord, parce que derrière, Macron va pouvoir mettre ses Google Glasses. Bon. Par contre, la science qui est descriptive de l'état du monde et qui vous dit que le dernier couple de pie-grièche a probablement disparu le week-end dernier, celle-là, le politique l'aime pas du tout. Bon. Donc en fait, il faut voir ce qu'on met dans la science. C'est clair que la science qui est descriptive de l'état du monde, il faut, et elle essaye de le faire, qu'elle s'invite plus dans le débat en disant « je vais vous poser les termes du problème ». Bon. Le GIEC est un tour de force, quelque part. C'est d'avoir réussi à mettre ensemble des dizaines de disciplines scientifiques, parce que là, l'évolution du climat, vous dites, bon, il y a une seule discipline, il y a des mecs qui font la... Non, non, pas du tout. Il faut des océanographes, des vulcanologues, des géologues, des chimistes de l'atmosphère, des dynamiciens de l'atmosphère, des géochimistes, une palanquée de disciplines différentes qu'il a fallu faire bosser ensemble pour produire ce document de synthèse. Donc la science, c'est évident qu'elle a intérêt à s'organiser. Alors on voit aujourd'hui des tentatives, il y a l'IPBES maintenant qui s'est constitué sur la biodiversité, etc. Donc tout ça c'est bien, c'est utile. Et est-ce que ça fera changer de politique? La réponse est non. Donc relisez Tocqueville, en démocratie, alors tant qu'on est en démocratie, ce qui à mon avis sera pas éternel face à la tectonique des plaques que j'ai décrit, tant qu'on est en démocratie, le politique ne réagit qu'à une seule chose, c'est les pressions. On le voit bien, dans un domaine que je connais bien, les 50% de nucléaire en France ne correspondent à rien d'autre qu'une sucette électorale donnée par Hollande au Vert pour se faire élire. C'est juste ça. Il n'y a pas plus de réflexion derrière ce programme-là. Pas plus, je peux vous assurer, je connais un peu le système de l'intérieur. Et puis derrière, on essaye de présenter ça comme étant un truc intelligent, mais ce que c'est peut-être ou ce que c'est peut-être pas. Moi, je pense que ça n'est pas. Mais c'est comme ça que ça s'est décidé. Donc, que fait le politique? Il réagit à des pressions. Donc, si on veut que ce sujet-là devienne un facteur de pression dans la décision politique, il faut s'organiser en conséquence. Je peux vous dire que le manifeste étudiant est une organisation politique. C'est-à-dire que c'est un facteur de pression pour orienter le comportement d'une partie des gens qui sont en face. Alors, en gros, ça va être du billard à deux bandes. Ce qui est en train de se passer parmi mes clients, parce que je vois bien, c'est l'audience du manifeste, c'est-à-dire les chefs d'entreprise auxquels on s'adresse, c'est mes clients, c'est les gens avec qui je discute. Ils sont tous, en ce moment, en train de se dire... Si jamais on fait pas ce qu'il faut, les mecs ils vont filer ailleurs. Bon, ce qui est déjà en train de se passer, soit dit en passant, peut-être pas pour ces raisons-là, mais je sais parce que je suis enseignant aux mines, le taux de premier emploi dans les grands groupes a été divisé par 2 en l'espace de 5 ans. C'est pas beaucoup, Enfin, c'est beaucoup par 2 et c'est pas beaucoup 5 ans. Donc ça, par exemple, c'est un élément de réponse. Les entreprises vont se dire, oh là là, il faut qu'on commence à regarder ça d'un peu près. Du reste, il faut tellement qu'on commence à regarder ça d'un peu près qu'il y en a un nombre croissant qui vont dire, allez, il faut faire des trucs. Bon, et à ce moment, le politique dira, bon, très bien, faisons des trucs. La tribune du patron de l'UIMM, dont là j'ai parlé tout à l'heure, c'était du pain béni pour moi. Parce qu'il a très exactement repris un truc qu'on a poussé au shift depuis la dernière élection présidentielle, qui est de faire une commission Attali sans Attali, c'est-à-dire une commission ad hoc pour planifier la décarbonation, dans laquelle vous mettez tous les gens qui vont devoir faire, avec un contrôleur de cohérence dont on revendiquait le poste, j'ai l'impression que les règles de 3 boucles à la fin, et en disant voilà comment on va s'organiser, et puis s'il faut sortir des trucs du marché, on va commencer à gueuler pour que ça sorte du marché, point quoi, on va planifier, c'est ça que ça veut dire.
Les mises dans le marché d'un certain nombre d'entités qui étaient régulées avant, ça n'a pas produit que des résultats merveilleux. En ce qui concerne l'électricité, moi j'attends encore le bénéfice de l'affaire. La seule première conséquence, c'est à part là où les prix sont soutenus, c'est un désinvestissement massif. Dans les transports en Grande-Bretagne, ça n'a pas du tout produit les résultats escomptés non plus. Du reste, ils se sont dépêchés de re-réguler dans l'autre sens et de quasiment renationaliser. Voilà. Donc, il y a des domaines dans lesquels on sait très bien que les infrastructures longues, elles ont rien à foutre dans le marché. Donc, plus on fait une pression sur les corps intermédiaires qui eux-mêmes vont pouvoir faire pression sur le politique, et plus le schmilblick peut avancer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne tant qu'on est en démocratie. Le jour où on n'y sera plus, je vous donnerai pas la même réponse. Du reste, je serai peut-être plus là pour vous la donner. Mais en démocratie, c'est vraiment ça la règle du jeu, c'est qu'il faut qu'un nombre croissant de gens disent « moi je veux ». C'est comme ça que ça marche. Si on parle, alors personnellement, si on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, j'ai peut-être abusivement tendance à associer ça avec la consommation et la croissance. Donc, en fait, ce qui s'est passé pendant cette présentation, c'est que j'avais un truc à l'écran qui était totalement contradictoire avec les trois banderoles à côté. Donc, je voulais savoir si c'était un peu votre point de vue sur, cette politique de l'école. Sur l'entrepreneuriat et la croissance ? Oui, en partie, et sur ce que nous, en tant qu'étudiants, on peut y faire. Alors, je ne crois pas du tout que l'entrepreneuriat soit antinomique de la croissance, ou plus exactement, ait besoin de la croissance, parce que tout dépend de ce que ça remplace. J'ai quelques personnes dans mon entourage, alors ça reste des expériences personnelles, c'est pas quelque chose de massif. Encore qu'il y a un mouvement qui commence à se voir, où vous avez des cadres urbains qui retournent à la terre, et en général, en faisant ça, ils ont des revenus qui baissent significativement par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc eux, ils sont dans un processus d'entrepreneuriat, d'innovation, parce qu'en général, quand ils font ça, ils font un peu différemment des gens qui étaient installés avant eux ou des gens qui sont installés autour. Donc c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'innovation, et ça n'a pas besoin de la croissance puisqu'ils baissent leurs revenus. Donc je suis pas complètement sûr que ce soit globalement quelque chose. Et je vais prendre un autre exemple plus macroscopique. Les grandes structures avec beaucoup de salariés n'existaient pas avant l'énergie abondante. La seule multinationale qui existait à l'époque de l'énergie rare, c'était l'Église, mais je suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Celle-là marchait bien, cela étant. Donc les structures spatiales à large échelle, les entreprises qui font aujourd'hui 200, 300, 400, 500 000 personnes, dans un monde dans lequel l'énergie est beaucoup plus contrainte, je suis pas complètement sûr qu'elles continuent à flotter. Parce qu'elles ont besoin de flux internes pour s'organiser qui sont extrêmement importants, elles ont besoin, voilà. Si ces structures-là s'affaiblissent progressivement pour qu'on en revienne à des structures plus artisanales, plus etc., vous allez avoir plein d'entrepreneuriat quelque part. Vous allez avoir plein d'innovations parce qu'il va falloir s'adapter à un contexte nouveau. Et ça se fera pourtant dans un monde dans lequel il n'y a pas nécessairement de croissance. Donc je suis pas complètement sûr. Voilà. Par contre, si la politique de l'école, c'est faites une licorne et faites-vous coter en bourse, alors là, c'est sûr que ça marche pas. Ça, c'est sûr. Merci. Bonjour. Moi, je vais peut-être être encore un peu rabat-joie. Je suis ici. Ok. Et en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit et par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment, de plus en plus, je commence à me dire, je vois pas comment est-ce qu'on peut échapper à une grosse guerre mondiale dans 10 ans ou 20 ans. Quel est votre avis un peu là-dessus? Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a encore des solutions pour qu'on y échappe? Je crois pas tellement à la guerre mondiale pour une raison assez simple. C'est que au fond, aujourd'hui, l'opposition qui est en train de se créer, c'est l'élite cosmopolite mondiale contre les gens du bas de l'échelle. Et l'élite cosmopolite mondiale tient les rênes du pouvoir dans tous les pays. Donc, pour qu'un pays prenne les armes contre un autre pays, il faudrait que par un processus remontant, le peuple d'un pays éjecte toutes ces élites existantes, les remplace par d'autres beaucoup plus belliqueuses et décide d'aller taper sur les voisins. Ça me paraît pas la manière la plus probable dont les cristallisations et les oppositions peuvent apparaître. Ce que je crois comme étant beaucoup plus probable, malheureusement, comme facteur déclencheur de conflits, c'est des conflits intra-pays
C'est des migrations intra-pays parce que les gens crèvent de faim ici, donc ils se déplacent là. C'est des conflits, des micro-guérillas urbaines qui sont du reste en train d'apparaître dans un certain nombre de pays, hein, c'est-à-dire c'est des trucs internes. Éventuellement, je pense que pour avoir le retour des conflits de pays à pays, il faudra d'abord voir le retour des régimes totalitaires. Et à 10 ans, j'y crois quand même pas trop. Ok, merci. Ça me rassure. Mais c'est un risque. C'est clair que c'est un risque. Ouais, dans nos générations de télécomiens, on est de plus en plus sensible au développement durable. Et je voulais savoir justement, vous dites que le numérique, en fait, ça pollue énormément. Qu'est-ce qu'un télécomien qui est sensible justement à la transition énergétique et à vouloir être acteur d'un monde meilleur, quel genre de métier pourrait-il faire pour aider le climat en quelque sorte? Eh bien, c'est vous qui allez trouver la réponse. C'est vous qui allez trouver la réponse parce que c'est très très rare qu'on fasse un métier dont on n'est pas convaincu soi-même que c'est, sinon le meilleur possible, au moins une option possible. Et cette conclusion, on y arrive toujours par soi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que vos parents vous disent tu vas faire cordonnier que vous aurez nécessairement très envie de faire cordonnier. Du reste, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont eu quelques crises d'adolescence dans cette salle, donc c'est pas toujours les avis des parents qu'on suit. C'est pas parce que vos amis vous disent, etc. Donc il y a un ensemble de facteurs qui font qu'un jour vous aurez envie ou pas envie de faire un truc. Vous allez plutôt procéder par élimination. Et surtout, de toute façon, votre propre conviction, vous allez vous la forger au terme d'un processus qui est toujours le même, qui est une démarche personnelle dans laquelle vous allez poser 25 questions, ou plus exactement 500 questions à 500 personnes différentes. Et puis un jour, vous vous direz, c'est ça que je veux faire. C'est en général comme ça que ça marche. Je ne crois pas du tout au fait qu'on vous dise, attendez, vous vous appelez comment? Vous êtes blond, vous êtes brun, vous mesurez quoi, vous êtes, etc. Est-ce que vous préférez les cheesecakes ou les tartes aux pommes? Page 453, il y a le métier pour vous. Je ne crois pas du tout. Donc ça viendra comme ça viendra. Par contre, ce qui est important, c'est de continuer cette démarche dans laquelle vous vous posez des questions en vous disant et si et ça, et si et ça. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Ouais, mais c'est aussi spécifique au domaine du numérique et je veux voir s'il y avait des... Ça sera vrai même au sein du numérique. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. On a travaillé chez Carbone 4 pour un acteur qui utilise... vous avez 2 acteurs dans le domaine des smartphones, par exemple, qui font quelque chose qui est plutôt mieux que la moyenne, qui sont des gens qui fabriquent des smartphones réparables. Donc en gros, vous n'avez pas les trucs tout soudés sur une carte mère, vous êtes un foutu, etc. Donc vous êtes capable de remplacer des composants pris un par un. Et vous avez des gens qui reconditionnent des smartphones qui sont pas réparables, mais eux, en usine, ils prennent bits and pieces de trucs qui marchent plus et ils en refont des trucs qui marchent, qui ne sont toujours pas réparables. Mais en gros, ils ont un peu. Voilà des activités qui, tout bien pesées, sont mieux que ce que ça remplace. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui évite la pollution numérique, entre guillemets, de croître de manière forte. Deuxième sujet, vous pouvez rentrer dans des instances de régulation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oui, à un moment, il va quand même bien falloir devenir raisonnable, arrêter de penser qu'après la 352G, on va faire la 353G. Et donc, vous rentrez dans des endroits où vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on met comme limite au système ou qu'est-ce qu'on met comme règle de fonctionnement au système pour pas qu'il dérive. Bon. Voilà, donc mais ça, vous allez, je le redis, c'est des trucs qui vont vous apparaître à force de poser des questions et une question qu'on amène une autre. Il faut que ce soit une démarche personnelle, j'insiste vraiment là-dessus. Si c'est un truc qui vous tombe ex cathedra, de toute façon, vous n'achèterez pas. Si vous étiez à notre place, où est-ce que vous iriez habiter dans le monde pour souffrir le moins possible plus tard? Eh bien, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Il n'y a pas de réponse évidente à cette question non plus. Il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Alors, je vais commencer par une anecdote. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un échange avec une néo-zélandaise qui me dit il y a des tas de gens qui commencent à acheter des propriétés chez nous.
Ok, mais enfin, en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas de puits de pétrole, vous n'avez pas de raffinerie, vous n'avez pas d'industrie chimique, je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de métallurgie, etc. Donc, imaginons que ça soit le cas partout. Si vous allez vivre en Nouvelle-Zélande, vous élèverez des moutons parce qu'il n'y aura pas de bagnole et pas d'internet, d'accord. Donc, puisque c'est fabriqué ailleurs, avec des éléments qu'on trouve ailleurs. Donc la réponse à cette question, elle est compliquée parce que tout le monde se dit je vais aller dans un endroit où je vais préserver ce que je fais aujourd'hui dans les grandes lignes. Mais sauf que ce que vous êtes aujourd'hui dans les grandes lignes dépend pour plein d'usages de trucs qui sont hyper mondialisés. Enfin, je veux dire, les ordinateurs et les téléphones, vous avez 4 fabricants dans le monde, les composants, les dalles d'écran, je sais pas, vous devez avoir 3 fabricants dans le monde, enfin bon. Donc vous avez des tas de trucs sur lesquels aujourd'hui, en fait, même si vous êtes très loin de l'autre côté de la Terre, vous continuez à dépendre pour une bonne partie de votre confort de choses qui se trouvent à 1, 2, 3, 4 endroits dans le monde. Je prends un autre exemple, le lithium pour les batteries, vous avez 4 producteurs dans le monde qui font 90% de la production mondiale. Puis ça va pas changer beaucoup parce qu'ils ont aussi 95% des réserves. Bon. Donc vous avez comme ça. Donc la question, elle ne peut pas se poser autrement que de façon systémique. C'est-à-dire, admettons que ça commence à aller mal. Où est-ce que dans le monde je suis le mieux couvert? Et tant que ça va pas mal, est-ce que c'est aussi dans cet endroit-là que je serais content de vivre en attendant que ça aille mal? Bon, la réponse n'est pas nécessairement oui. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement le cahier des charges dans les deux cas de figure. Dernier point, ce qui empêche que ça aille trop mal, quelles que soient les conditions extérieures, c'est un truc qui ne s'appelle pas compter sur ses propres forces, mais qui s'appelle la coopération. En fait, les mondes contraints sont des mondes très coopératifs. La raison pour laquelle les pays scandinaves et la Suisse sont les pays les plus consensuels en Europe, c'est parce que c'était les pays dans lesquels la vie était le plus difficile il y a un siècle. Hein, la Suisse était le pays le plus pauvre d'Europe occidentale avant-guerre. Et les pays scandinaves, il fallait se palucher l'hiver. Hein. Je veux dire, avant que vous ayez le chauffage central, l'électricité et la télévision pour vous égayer. Il fallait y aller. Hein. Il n'y avait rien à bouffer. Il fallait être sûr que les stocks allaient tenir. Enfin bon. Donc, c'est des pays qui ont développé des modes d'organisation qui sont terriblement consensuels parce que justement, c'était des sociétés qui étaient très contraintes. Donc, la réponse à la question, c'est aussi aller dans des endroits dans lesquels vous pensez qu'une coopération très forte sera capable de s'exercer pour résister à des soubresauts significatifs des conditions extérieures. Et ça, c'est une affaire de culture du pays. Donc je peux vous dire que le dernier pays où il faut aller dans ce genre de contexte, c'est les États-Unis. La coopération, c'est quand même pas vraiment leur kiff, quoi. La structure collective, c'est quand même pas vraiment leur kiff. Je veux dire, bon. Donc voilà, mais une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai répondu qu'à moitié parce que je vous ai donné quelques éléments auxquels il faut être attentif. Et je me garderai bien de vous dire, allez donc dans la partie nord-ouest de l'Australie, c'est là que non. Tout va changer en même temps, hein, donc c'est aussi ça qui est difficile. Vous pouvez très bien prendre le problème à l'envers et vous dire je reste en France, après tout je suis français, je parle cette langue, c'est ça ma culture, et je vais essayer de faire en sorte que mon pays devienne coopératif, résilient, comprenne ce genre de problème, etc. C'est aussi une très bonne voie de sortie à mon avis. Peut-être une question sur l'économie. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous pouviez développer sur les graphes le fait que le PIB n'était pas corrélé avec le prix du pétrole. Et vous avez évoqué d'autres choses comme ça que vous pouviez développer. Ça m'intéresse. Comment, de manière plus générale, vous pouvez expliquer à ce point cette corrélation, non pas entre l'économie et la réalité, mais entre la finance et la réalité. Pourquoi les prix et la pensée que le marché peut s'autoréguler est à ce point déficiente? Alors il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs sur le sujet. Je vais vous donner un petit bric-à-brac de quelques réflexions personnelles. La première, c'est que quand une ressource est essentielle au fonctionnement de l'économie, or les transports sont essentiels au fonctionnement de l'économie. Je le redis, pas de transport, pas d'économie. Il n'y a pas aujourd'hui une unité productive qui rassemble en un même lieu les matériaux de base qui lui sont nécessaires, toutes les opérations de transformation intermédiaires, plus le consommateur qui n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il est sur place.
Enfin, vous avez ça si vous faites pousser des tomates dans votre jardin, mais c'est à peu près tout, quoi. Bon. Ce qui veut dire que tout le système économique fonctionne avec des transports intermédiaires. Donc la quantité de transport que vous avez est un facteur limitant du fonctionnement du système. Moins de pétrole, physiquement, c'est moins de transport. Donc vous avez une limitation de votre production. Alors économiquement, comment ça va se passer? Si vous avez moins de pétrole, comme c'est aussi une commodité, dans un premier temps, le prix va exploser. Donc les gens vont moins en acheter, donc ils vont se priver de transport, donc le PIB va se contracter, puisque vous avez moins de transport. À ce moment, vous aurez aussi moins de gens qui ont envie d'acheter du pétrole, et à ce moment, vous aurez modifié à la fois l'offre et la demande, et le prix se stabilise ou pas ailleurs que là où il était au début. Donc vous voyez, vous avez un mécanisme autocorrectif parce que le PIB et le pétrole sont asservis physiquement. Si la commodité était indépendante du PIB, c'est-à-dire que le monde n'a pas besoin de cette commodité pour fonctionner, à ce moment, c'est clair que vous avez une élasticité qui marche beaucoup mieux. Les gens gagnent plus d'argent, ils en achètent plus, ils gagnent moins d'argent, ils en achètent. Enfin, ça marche assez bien. Mais quand cet élément est indispensable au fonctionnement de l'économie physiquement, à ce moment, le truc se passe dans les deux sens, et donc vous avez un phénomène oscillatoire qui se met en place et qui rattrape les prix et qui les empêche de monter indéfiniment. Dit autrement, si les prix n'explosent pas à la pompe, comme l'ont demandé déjà 1 milliard de gens par mail, c'est tout simplement parce que si vous avez un problème sur le pétrole, vous avez un problème sur l'économie, et à ce moment, vous avez moins d'automobilistes. Enfin, je schématise, mais c'est ça l'idée. Hein. En ce qui concerne il y avait une deuxième question qui était sur la finance. Alors, sur la finance, un premier élément de réponse, et il y a des gens qui ont écrit là-dessus, c'est que les marchés parfaits n'existent pas. Si les marchés étaient parfaits, c'est-à-dire que si tous les gens dans cette salle avaient la même information exhaustive et complète sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain, les prix ne varieraient pas. Personne ne serait d'accord, parce qu'un prix qui varie sur un marché, c'est un pari sur l'avenir qui est fait de façon différente par les gens qui achètent et par les gens qui vendent. Mais si tout le monde pense que c'est exactement la même chose qui va se passer, dispose de toute l'information pour être sûr que c'est comme ça que ça va se passer, pourquoi voulez-vous que les prix changent? Puisqu'à un instant T, vous connaissez déjà toute l'information embarquée pour le futur. Donc entre T et T plus 1, la quantité d'informations dont vous disposez n'a pas changé, puisque vous savez déjà tout sur le futur et vous avez une information parfaite. Vous êtes d'accord? Donc si l'information des agents n'a pas changé, le prix n'a pas de raison de changer, puisque le prix à T0 embarquait déjà tout ce qui se passe à l'avenir. Donc le fait que les prix varient, c'est par construction, par démonstration presque, la conséquence du fait que justement l'information n'est pas parfaitement partagée. Justement. C'est la raison pour laquelle le délit d'initié est un peu une hypocrisie. Quelque part, les gens qui gagnent en bourse, c'est toujours des gens qui ont bénéficié d'une information, d'un degré de fiabilité supérieur et d'une pertinence supérieure par rapport à leurs petits copains. Donc, appeler ça du délit d'initié dans certains cas et pas dans d'autres, c'est une jésuiterie pour moi. Là où on met la barrière, c'est vraiment une affaire de convention, quoi. La vérité, c'est que tous les coups gagnants sont des délits d'initié quelque part. C'est-à-dire, vous savez quelque chose que les autres savent pas. Sinon, ils parieraient comme vous. Donc il n'y aurait pas de pari. Après, pourquoi est-ce que... Alors après, si on rentre dans les mécanismes techniques de variation des prix sur les marchés en fonction des quantités disponibles, là on sort de mon domaine de compétence. Donc moi, la seule chose que je suis capable de vous dire, c'est les marchés parfaits n'existent pas. Donc le fait que les marchés ne se comportent pas comme des marchés parfaits, c'est normal. Jusque-là, il n'y a rien qui m'étonne. Après, qu'est-ce qui fait que techniquement, ça va se passer plutôt comme ceci à tel moment ou plutôt comme cela à tel autre? Alors ça, on sort de mon domaine de compétence. Moi, je me constate de constater que il n'y a pas de relation univoque et facilement caractérisable entre prix et volume. Et ça suffit à ma démonstration. Pas besoin d'aller plus loin. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure que les élites politiques réfléchissent seulement à court terme et sont piégées un peu dans leurs intérêts économiques. Est-ce que du coup le chaos est en quelque sorte écologique est inévitable, ou est-ce qu'il serait possible, donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec la Révolution française, qu'il y ait un mouvement populaire qui puisse permettre d'arrêter ce phénomène à temps et quelque sorte apporter des solutions
un peu plus tôt que prévu en quelque sorte? Alors d'abord, le changement ne vient pas nécessairement que par la révolution. Il peut venir par la révolution, mais en général, ça se termine sur un bain de sang. C'est pas nécessairement mieux derrière. Il y a quelques exemples historiques. Il peut aussi venir de manière plus graduelle. Et il y a un pays qui est très intéressant de ce point de vue, qui est la Grande-Bretagne, qui s'est débarrassé de sa monarchie constitutionnelle sans faire la révolution. Qui s'est aussi débarrassé de l'esclavagisme sans faire la révolution. Donc il n'y a pas que la révolution comme mode de changement. Est-ce que je vais refaire la réponse que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le monde politique change? Le monde politique change parce que il y a une pression de la société qui fait qu'il se dit qu'il doit changer. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et toutes les associations militantes, toutes, qu'il s'agisse de défendre les intérêts de la chimie ou Greenpeace, ont toutes comme seul et unique objectif de mobiliser en leur faveur une partie des corps intermédiaires ou de l'opinion publique qui va pouvoir faire pression sur le monde politique. Donc tout le monde joue au même jeu, qui est mobiliser une partie des gens dont les politiques dépendent pour se faire réélire. Ils jouent tous au même jeu. Moi inclus à ma modeste échelle avec The Shift Project. Juste, d'après votre présentation, donc le futur ingénieur télécomien, il fera pas vraiment d'ingénierie, il développera pas la 5G ou la 6G. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça serait pas une bonne idée. Ça induit le fait. De mon point de vue. D'un point de vue moral. Donc en fait, est-ce qu'il sera plus, ça sera plus un politique, le futur ingénieur de demain, ou qu'est-ce qu'il fera concrètement? Alors, ce que j'espère, mais je vais rebondir sur la réponse que j'ai faite tout à l'heure. J'espère d'abord qu'il aura un débat que moi je n'ai pas eu dans ma génération, mais je crois qu'il est en train d'émerger très fort dans la vôtre, qui est un débat justement sur c'est quoi ma place dans la société. Moi, à mon époque, les gens s'en foutaient. C'est-à-dire que les gens avaient des parcours personnels. Les uns sont partis s'en foutre plein les fouilles dans la banque. Les autres regardaient faire du cul-nu dans la recherche parce qu'il y avait un truc qui les passionnait. Les autres encore faire des reportages en Afrique parce qu'ils trouvaient que c'était ça qui était rigolo. Peu de gens se sont posés dans ma génération la question de l'utilité sociale de ce qu'ils allaient faire. Ça, je crois que c'est un fait assez nouveau dans la vôtre, et c'est plutôt très encourageant de mon point de vue. C'est que finalement, je sais pas si vous êtes représentatif de l'ensemble de la promo, mais les gens qui m'ont posé des questions, mais il y a quand même une quête personnelle sur sa place dans la société qui se pose de façon très différente de la façon dont ma génération de jouisseurs s'est posé la question, quoi. Nous, on en avait jusque derrière les oreilles, et plus on en avait, plus on était content, quoi. La réponse, elle est exactement la même que celle que j'ai faite avant, c'est-à-dire que il n'y a qu'une démarche personnelle qui vous amènera à la réponse. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes ici pour 3 ans. Donc si vous n'avez ni guerre, ni révolution, ni famine, ni météorite qui se casse la gueule sur la planète, ni je sais pas quoi, vous avez quand même un peu de temps devant vous pour répondre à la question. Donc profitez de ce temps. Pour renifler à droite à gauche, retourner le problème dans tous les sens, et comme vous êtes des gens intelligents, vous finirez par trouver quelque chose. Du coup, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne peuvent pas prendre justement le temps de faire des recherches parce que tout simplement, ils y ont pas été éduqués. Mais en démocratie, cette partie de la population, c'est celle qui est la plus grande, celle qui vote. Donc, pour sauver la Terre, est-ce que la démocratie, c'est vraiment le bon plan? Je vais vous faire la même réponse que celle de Churchill. C'est la pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Alors, c'est une vraie question que je me suis posée souvent. Et alors, je vais peut-être vous choquer, mais je me suis demandé si le système chinois n'était pas un meilleur compromis de long terme. C'est-à-dire qu'un système dans lequel il y a une mainmise politique qui est quand même beaucoup plus forte, mais quand même une forme de liberté individuelle qui est loin d'être négligeable. Je veux dire, les gens sont quand même pas tous en prison en Chine. Alors, vu des démocraties occidentales, on se dit c'est un scandale, les libertés sont comprises. Sauf que la règle collective, c'est une privation de liberté. Je veux dire, quand on dit aux fumeurs, vous ne fumerez pas dans les lieux publics, c'est une privation de liberté, de la liberté du fumeur de fumer dans les lieux publics. À l'opposé du spectre, on trouve les États-Unis où vous avez des libertariens, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'on ne doit absolument rien interdire de rien du tout aux individus. Donc, ils sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent.
Mais c'est un système dans lequel vous avez du mal à organiser des efforts collectifs, autres que ceux qui sont guidés par l'intérêt de court terme partagé. Donc mais c'est une vraie question. Donc il me semble qu'on a besoin en tout cas de mettre des éléments, de décision et de stabilisation dans le monde dans lequel on vit. Alors, j'en vois pas d'autres en partant du système dans lequel on est, que d'essayer de forger des consensus dans la société civile pour que le politique agisse en conformité. Vous avez parfaitement raison de dire que l'information est un sujet crucial. Moi, il y a un truc que je dis souvent à mes étudiants et donc que je vais vous répéter, enfin à mes élèves aux mines, qui est vous êtes rentré dans cette école en ayant été sélectionné sur votre aptitude à répondre à des problèmes qui sont posés de manière exacte avec une solution univoque. Tous les problèmes que vous aurez dans la vie sont posés de façon partielle et de travers avec plusieurs solutions possibles. Tous. D'accord ? Donc, ils sont tous comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder bien présent à l'esprit. Et alors donc, le problème que je vous ai présenté ce soir fait partie de ces problèmes, présentés de travers souvent. C'est-à-dire que la presse, je pense pas que, alors que vous me croyez ou que vous me croyez pas, vous serez au moins d'accord avec moi sur le fait que la présentation de ce problème dans la presse n'est pas exactement raccord avec ce que je vous ai raconté ce soir. Bon. Donc moi, je considère, puisque je considère évidemment que j'ai raison, que le problème est posé de travers dans la presse. Donc vous aurez affaire toute votre vie durant à des problèmes posés de travers, avec des gens qui sont peu ou mal ou informés de travers, et il va falloir faire avec. Ce que vous pouvez faire, c'est participer à la diffusion de l'information. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui commencent à émerger en ce sens. Alors, vous avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous, de la fresque du climat. Qui est une initiative qui a été lancée par un homme avec qui j'ai collaboré pendant 7 ans, qui a été directeur du Shift Project, et c'est une manière ludique d'apprendre le contenu de ce qu'il y a dans les rapports du GIEC. Et là, il y a plein d'écoles où à Sciences Po, là j'ai été faire une conférence de rentrée aussi la semaine dernière, et l'après-midi, toute la promo jouait à la fresque du climat. Donc il faut 3-4 heures. Voilà, bon. Donc ça c'est un partage de l'information. Eh bien ce truc-là, il est déclinable pour des gens qui sont entre guillemets qui n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures ou qui n'avaient pas les capacités, hein, parce que c'est un truc qui est modulable et adaptable aux capacités de chacun. Et puis c'est un truc viral. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà fait peuvent devenir animateurs et puis le faire à leur tour avec d'autres, etc. Vous pouvez très bien participer à des initiatives comme ça derrière. Donc voilà, donc il y a un sujet de partage de l'information. C'est évident que c'est quelque chose de très utile et c'est évident que ça permet, les gens n'étant pas complètement idiots, en tout cas de mieux poser le problème. Je vais finir par une anecdote. J'ai fait une intervention de cette nature il y a quelques années devant des syndicalistes, en l'occurrence de la CFDT, d'une branche d'activité en France. Je leur ai raconté que on allait avoir du mal à préserver le pouvoir d'achat dans le monde futur à cause de la contraction énergétique qui allait s'appliquer de gré ou de force. Donc de gré si on veut limiter le changement climatique et de force même si on veut pas parce que les combustibles sont épuisables. Je me suis dit, je vais me faire sortir à grand coup de pied dans le derrière, et pas du tout. J'ai trouvé une audience très désireuse de discuter, assez mature, etc. Donc je suis très profondément convaincu du fait que quand on explique aux gens qu'on a un problème et pourquoi on a un problème, ils vous sortent pas nécessairement à grand coup de pied dans le derrière, et il y en a un certain nombre qui ont envie de discuter. Bon, donc c'est très utile d'aller diffuser l'information, mais pas de donner des leçons sur ce qu'il faut faire derrière. Déjà de faire comprendre aux gens comment on arrive à poser le problème. Voilà, ça c'est un bon début en tout cas. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question par rapport au début du dérèglement climatique. En fait, je me demandais si, initialement, les humains avaient pris des mesures responsables vis-à-vis des émissions en carbone. Est-ce qu'on serait arrivé à l'état climatique actuel? Et auquel cas, donc, si en fait le dérèglement climatique, c'est pas une fatalité qu'on peut pas vraiment éviter? C'est une question intéressante parce qu'il faut définir ce qu'on appelle une fatalité. Donc si une fatalité, c'est notre code génétique qui fait qu'on est des animaux accumulatifs, enfin, ou accumulateurs, je sais pas comment on dit, et court-termistes parce qu'on est gouverné par nos sens et que nos sens nous font agir en mode essai-erreur, donc quand on a fait une grosse connerie, on s'en rend compte qu'après coup. Oui, c'est une forme de fatalité. On est victime de notre succès, c'est-à-dire que notre câblage biologique fait qu'on est des animaux qui ont trop bien réussi
et donc on a bouffé tout l'espace et on est en train de foutre en l'air la boîte de pétri. Si vous vous dites non, on peut prendre de la hauteur de vue sur ce qu'on est en train de faire, mais c'est une hypothèse hardie, à ce moment, on aurait effectivement pu éviter, mais au prix d'une non-utilisation des combustibles fossiles à la même échelle. Et donc l'humanité aujourd'hui aurait une taille plus petite, ça c'est sûr, moins de pouvoir d'achat, c'est sûr aussi. Voilà. Mais sauf qu'on ne fera pas l'expérience, donc maintenant il faut faire avec ce qu'on a. Bah, merci. Mais on a un vrai sujet psychologique derrière. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de, dans ma bande d'ingénieurs à Carbone 4, là, qui sont en train de se passionner pour ce qu'on appelle l'éco-psychologie, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre les ressorts psychologiques qui nous animent, qui font que on a tendance à se comporter d'une certaine manière, à un peu saper l'intérieur du terrier dans lequel on est, etc. C'est des lectures assez utiles. Parce que de comprendre pourquoi on se comporte comme on se comporte est une des clés de lecture qu'il faut avoir pour essayer d'y changer quelque chose. Tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui nous poussait à faire ça, c'est compliqué d'agir dessus. Ah, excusez-moi. Dernière question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dernière. Ah oui, très court. Vous avez déjà proposé un plan de ce qu'il faudrait faire pour vous, et vous avez dit par exemple que le modèle de la Chine vous semblait pertinent. Au vu de ce qu'on peut trouver sur Internet avec des personnes qui pensent plutôt s'organiser vers des petites sociétés pour tout ce qui est logique de société résiliente, société pas génératrice, mais qui s'autogère, quoi. Est-ce que ça vous semble pertinent? Et si oui, dans quel cas est-ce que ça pourrait mener de gros projets, étant donné qu'on serait limité par la taille? Alors, c'est quelque chose qui dépend du sujet dont on parle. Donc, effectivement, rapprocher les ressources de là où elles sont utilisées, c'est un facteur de résilience. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est facile et des domaines dans lesquels c'est plus difficile. Paradoxalement, on a commencé en France à s'attaquer au problème de la façon qui est la plus difficile, j'ai envie de dire, puisque l'autonomie, qui est la première qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est énergétique. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, énergie égale électricité, et en fait, les gens pensent autonomie électrique. Alors, pour l'autonomie électrique, c'est quand même un peu compliqué, parce que si vous devez avoir sur place toute l'électricité qui vous permet de fonctionner nuit et jour, etc., vous avez besoin de panneaux. Les 10 premiers producteurs de panneaux sont en Chine. Est-ce que vous êtes autonome quand vous dépendez en totalité pour un truc soi-disant local de quelque chose qui est produit en totalité à 10 000 km de vos frontières? Ça se discute. Toutes les éoliennes sont faites aujourd'hui en Chine, en Allemagne et un peu au Danemark, même motif. Mais, toutes les batteries sont faites en dehors de France. Donc, est-ce que vous êtes autonome quand le système que vous mettez en place ne peut être mis en place qu'avec des trucs qui sont faits très loin et ne peut être maintenu qu'avec des trucs qui sont faits très loin? Parce qu'à chaque fois qu'il faut remplacer quelque chose, ça vient du même endroit. Ma réponse est non. Par contre, il y a des domaines dans lesquels vous pouvez être plus autonome. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer la pizza surgelée que vous achetez au supermarché, qui a effectivement été faite loin, etc., par un bout de poulet acheté chez l'éleveur du coin et 3 patates achetées chez le maraîcher du coin. Donc, il y a un domaine dans lequel vous pouvez accroître la résilience, c'est la nourriture. Ça, c'est très clair. Et en particulier, pour toutes les communes rurales, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un deuxième domaine dans lequel vous pouvez accroître la résilience, c'est pour tous les produits en bois. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'exporter des grumes non transformées et de réimporter des produits transformés, c'est ce qu'on fait en France. Le deuxième poste de déficit de la balance commerciale était, il y a quelques années, maintenant je me demande si l'automobile n'est pas en train de passer devant, mais était les meubles. Vous avez la résilience peut s'organiser en rendant les objets plus réparables. Typiquement, moi, ma grand-mère était couturière, une de mes grand-mères était couturière. Quand j'étais gamin, les chemises, elles étaient reprisées, les vestes avaient des pièces au coude, c'est-à-dire que quand vous aviez un trou au coude, vous jetiez pas la veste pour aller en acheter une autre, vous reprisiez la veste, vous mettiez une pièce, et voilà. Bon. Alors, c'était pas terrible, c'était moche, ce qu'on voulait, mais en attendant, c'était plus résilient. Donc, la réparabilité, la capacité à réparer, c'est aussi quelque chose qui augmente la résilience. Donc, mais à chaque fois, il faut réfléchir un petit peu système. C'est-à-dire que si on se dit, je vais remplacer un truc qui vient de France, c'est-à-dire le courant d'un barrage ou d'une centrale nucléaire, parce que l'essentiel de la valeur ajoutée est française. Vous avez 1 euro d'uranium importé par mégawattheure nucléaire produit en France.
Donc c'est pas grand-chose. Donc c'est les importations et tout le reste est local. Eh bien, c'est par du solaire ou de l'éolien, vous avez 20 à 40 euros par mégawattheure d'importation. Vous voyez bien que vous n'avez pas augmenté la résilience. Donc il faut regarder à chaque fois, il faut penser système, il faut regarder ce qui va être nécessaire ailleurs et essayer effectivement de comprimer un peu le rayon d'approvisionnement. Voilà. L'autonomie totale, c'est le Moyen-Âge. Hein. C'est-à-dire que des gens qui sont totalement autarciques, chacun dans leur coin et qui se parlent pas, c'est le Moyen-Âge. Donc de temps en temps, ils se tapent dessus, parce que s'ils se parlent pas, ils se méfient les uns des autres. Donc vous avez un... Donc il y a une évolution intéressante à trouver dans le sens de je fais moins de kilomètres, je suis moins complexe, etc. Mais c'est pas un jusqu'au bout dans l'autre sens. Il faut se garder de ça et il faut être un peu pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses en comprenant un peu ce qu'on est en train de faire, encore une fois avec une vue système. On peut applaudir Jean-Marc. Merci Jean-Marc.